Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à vous sur Canal Algérie. Je suis ravi de vous retrouver exceptionnellement ce samedi soir pour une soirée cinéma sur Canal Algérie. Il s'agit de vous présenter la version restaurée, numérisée, réparée du chef-d'œuvre cinématographique d'Ahmed Rajdi, réalisé vers la fin des années 60 et sorti en salle début des années 70 et qui a drainé plus de 2 millions de spectateurs. Il s'agit bien évidemment de L'Opium et le Bâton, l'adaptation du troisième roman de Mouloud Maamri du même titre, L'Opium et le Bâton. Il s'agit ici des efforts conjugués du CNCA, plus bien sûr les équipes des archives de l'EPTV et le ministère de la Culture qui ont fait cet effort-là de restaurer, de vous présenter cette copie, j'allais dire, c'est comme une nouvelle vie pour ce film, c'est une renaissance que nous voulons partager avec vous ce soir sur Canal Algérie. Sans plus tarder, je vous invite à découvrir un extrait de votre film de ce samedi soir. Exceptionnellement ce soir, je suis porté par les équipes du Studio 2 à leur tête, Nabil Telibech. On y va. Vous avez vu, chaque séquence de ce film est un exercice cinématographique bien maîtrisé par les équipes d'Ahmed Rajdi. Et puis, quand on voit le casting, quand on voit des personnalités comme Mustafa Kateb et tout le réservoir du théâtre algérien qui a participé dans ce film, on se dit voilà pourquoi on a réussi ce film-là. Pour en débattre, eh ben, on a choisi de faire appel à la 4e génération, bien évidemment des réalisateurs. J'ai choisi la personne de Fatem Zahra Zamoun qui est théoricienne du cinéma, vous êtes réalisatrice, écrivain. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie. Merci pour l'invitation. À côté de vous, pour la partie histoire, parce qu'il s'agit bien évidemment d'une séquence importante de l'histoire de notre pays, la Révolution de novembre, la guerre de libération. Pour tout ça, eh ben, passionné d'histoire, il s'agit de Hassan Arab, c'est notre collègue et confrère de la radio Alger Chaîne 3, et je vous félicite pour votre nouvelle création, c'est-à-dire les jeudis de l'histoire, marhaba bik. Fatem Zahra Zamoun, vous êtes une réalisatrice prolifique, vous travaillez beaucoup. Si vous n'écrivez pas, vous faites des films. On se rappelle de votre participation à l'émission ciné-thématique pour le film Zahar, mais aussi pour Qaddash Thabni. Et l'actualité prime avant d'aborder justement la thématique de L'Opium et le Bâton. Et je profite à travers l'écran de Canal Algérie pour saluer Ahmed Rajdi qui nous voit certainement, qui nous regarde. Et puis toute l'équipe qui a participé à la création de ce chef-d'œuvre, encore une fois cinématographique. Aujourd'hui, on est en train de vivre un moment de cinéma aussi à Alger. Il s'agit du festival du film engagé. Vous avez un nouveau-né, Parcours avec K. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? En fait, c'est un long métrage. J'ai mis 1 année et demie à le fabriquer parce que c'était un petit budget. Mais c'est un film avec beaucoup d'énergie. Alors le cas, c'est en relation avec le sport, hein, le free run et les sportifs qu'on appelle parkouristes ou free runners. Yes. Donc il y a du parcours dedans, il y a ce sport-là, et puis il y a une histoire de femmes et une histoire d'hommes dans une Algérie contemporaine. Donc et là, on a eu le plaisir on a le plaisir de le sortir en salle en ce moment. D'accord, super. Donc il est à l'affiche dans quelques Donc il salles. tourne dans les salles de la Cinémathèque algérienne, c'est-à-dire les 17 ou 19 salles, c'est ça? Vous me confirmez? Je crois pas qu'il y en ait autant, en fait. Hein. Je crois pas qu'il y en ait autant. Il y en a beaucoup qui sont en projet, mais opérationnels, il n'y en a pas autant. Je pense qu'il y en a une dizaine. Opérationnels. Et ça se passe où, les horaires, s'il vous plaît, pour qu'on soit un petit peu efficace dans le service public déjà? Bravo. Ouais. Pour l'efficacité. En fait, là, le côté cinémathèque, ça va être Oran et puis Tlemcen, et puis Alger. Mais c'est surtout l'ONCI qui va le reprendre à partir du 7 novembre. D'accord. Et là, c'est sur 5 salles, entre Constantine, Alger, Oran, Saïda, Harada. Ah ben super. Ben pour vous, pour les téléspectateurs, l'extrait de Parcours en exclusivité sur Canal Algérie. لا غراي هايله قبل ما تكمل ليسونس بابا صاب لها عريس تهناك. يا بدات تكبر ولازمني وحده كيما انت. روحي تخدمي معايا. اغلق فمك. 25 سنه ما على بالكش بيا واليوم شبعتني هضره. سقيتو نهار برك خسرني كامل حياتي. في هذه عندك الحق
Je suis ridicule. Parce que نحبك. Et c'était la bande-annonce justement de votre film Parcours. Bravo, en tout cas, on lui souhaite tout le succès du monde et bon vent pour votre cinéma et pour tout ce que vous faites. Et vous êtes vraiment disponible et c'est pour ça qu'on vous aime beaucoup à Canal. Hassan Arab, je l'ai dit au début de l'émission, donc je reprends un petit peu ce qu'on a un petit peu élaboré entre trois, c'est voir le film, avoir un regard détaché, c'est-à-dire avoir un regard complètement subjectif, ou objectif, pardon, je rectifie, objectif par rapport à l'œuvre d'Ahmed Rajdi. Il y a une sorte de consensus entre nous trois, c'est que après tant d'années, le film reste tout frais, reste assez jeune, assez captivant, émouvant. On ressent les mêmes sensations à chaque fois qu'on le voit. La question est adressée à vous deux. C'est quelque chose de courant dans le cinéma ou il s'agit d'un film culte réellement et qu'on n'en fabrique pas tellement? Il y a certains films qui ne vieillissent pas, et puis il y en a d'autres qui vieillissent mal, en fait. C'est comme les personnes. Il y en a qui sont très conjoncturels, on pourrait dire. Donc ils sont liés au moment qui leur a donné naissance et ils sont à regarder parfois comme un film documentaire, c'est-à-dire une époque qu'on regarde à travers un film. Bon. Mais il y a d'autres films qui, et c'est ça la chose la plus difficile, qui passent toutes les époques, qui ne vieillissent pas. Et je crois que celui-là en fait partie. Alors je ne sais pas ce que... Moi je pense que c'est un film captivant dans la mesure où il est porté par des acteurs d'exception. Oui. L'ensemble des acteurs faisaient partie, pendant la guerre de libération nationale justement, de la troupe, la fameuse troupe du FLN à Tunis. C'était sous la direction... Mostafa Ketteb. Donc la réussite de ce film réside peut-être dans ce casting. Il est porté par ces acteurs d'exception, à l'image de Abdelhalim Raïs, Mostafa Ketteb, Rouiched, Sidi Ali Kouileb. Exactement. Safiri. Peut-être c'était le coup de génie d'Ahmed Rajdi d'avoir réuni autant d'acteurs pour porter ce film-là qui est une adaptation d'un roman aussi puissant, aussi pertinent, aussi fort de Mouloud Mahamed. Déjà passé du roman, l'adaptation. Parce que le roman, ce n'est pas un roman qui retrace la réalité. On est dans la fictionnalisation de l'histoire. Mouloud Mahamed, il a écrit une fiction, évidemment, à partir d'un certain nombre de faits qui n'ont pas été forcément vécus par les personnages dont il est question dans le roman. Mais on y retrouve Tala, exactement. Et on y retrouve les villageois qui ont porté la Révolution et qui en ont payé le prix fort aussi. Parce qu'on va parler tout à l'heure de cette séquence-là, du déracinement et bien sûr tous ces arbres, tous ces oliviers arrachés, brûlés, cette politique de la terre brûlée, on va y revenir. Fatem Zahra Zamoum, Monsieur Hassan Arab avait parlé de la force du casting. C'est vrai, quand on a une panoplie de comédiens qui ont fait leur preuve déjà sur les planches du théâtre, c'est des militants aussi, c'est des personnes qui ont réellement vécu la Révolution, la colonisation, et puis d'une autre part, on a une force aussi de production cinématographique, parce que quand on regarde finalement le générique de fin du film, ou celui du début aussi, quand on voit ce fameux logo Lonsic, algérienne présente, l'opium et le bâton, et qu'on voit par exemple des musiciens comme Philippe Artus qui vient travailler ici dans les locaux même là où nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est-à-dire ceux de la RTA, pour travailler avec ce qu'on appelle le fameux orchestre de la musique de la RTA, de la musique symphonique aussi, ça existait. Pas que, quand on a un Rachid Merabtine qui est dedans, quand on a des machinistes, des techniciens, tout ce savoir-faire, Fatem Zahra Zamoum, est-ce qu'on l'a perdu aujourd'hui? Est-ce que réellement c'est ça qui manque aussi? Alors les époques se comparent, mais c'est difficile de
tirer des conclusions. Les moyens ont changé, les méthodes ont changé, les équipes. Là, on peut imaginer une équipe de 60 personnes éventuellement, avec un casting énorme. Donc, il fallait imaginer toute la gestion que ça pouvait représenter. Aujourd'hui, on est dans des équipes plus légères, on est dans du matériel plus léger. Donc, j'ai du mal à tirer des conclusions rapides en disant, certes, il y a du savoir-faire, là, il y a des gens très compétents, mais les méthodes ont changé et le cinéma a changé et les procédés ont changé. Aujourd'hui, on est dans du numérique, du tout numérique, toute la chaîne est numérique. À l'époque, il fallait envoyer la pellicule à un laboratoire et puis attendre que ça revienne et que l'information revienne au chef opérateur pour qu'il dise c'est bon, on peut continuer comme ça, cette pellicule est voilée, et ainsi de suite. Mais indéniablement, là, dans ce film-là, il y a des techniciens de grand talent, il y a des comédiens de grand talent, algériens et français, même pas comment c'est possible. Heureusement, ils n'ont pas de scène de groupe pour être gérés collectivement. Ils sont gérés par petits groupes. Hein. On a un long moment qui est un face-à-face entre Kouiret, par exemple, et Trintignant. On a des close-up sur 2 ou 3 personnages, en fait. Donc j'imagine que la gestion à ce moment-là était peut-être simple, mais tout ce beau monde-là devait avoir... Et quand on a reparlé avant l'émission, vous m'aviez dit... j'ai l'impression que c'est une conclusion générale. Hein. On a du mal à suivre, on n'y retrouve pas le principal acteur ou le comédien principal du film, c'est vrai. Parce qu'à un moment donné, on suit Mustapha Keteb d'Alger jusqu'à Tella. Après, on est en train de suivre Kouiret qui part avec Trintignant. Après, on a un autre personnage. Après, c'est le rôle, bien sûr, de Froja qui entre en jeu avec Roichet, cet échange sur la femme, la maman, l'enfant, etc. Oui, d'ailleurs, je me suis demandé, et c'est ce qu'on avait évoqué, qui est le personnage principal du film? C'est une question qu'on peut se poser finalement. Finalement, on peut se poser cette question. Hassan Arap, on parle justement de cette... recettes, des ingrédients qui font que on arrive à reproduire justement jusqu'à pratiquement l'exactitude de ces séquences, de cette histoire tragique, mais en même temps très forte, parfois belle, parce qu'elle a bien évidemment abouti à un magnifique résultat, celui de l'indépendance de notre pays. Est-ce que vous pensez que le fait qu'Ahmed Rajdi soit monté au maquis en 1957 et qui soit inclus, c'est aussi une question pour Fatem Zahra Zaman, qui soit intégré dans ce fameux groupe Ferid, c'est la première unité cinématographique du FLN, de l'ALN au maquis, dans la Wilaya 1, avec Chenderli, avec Moussaoui, avec Cécile de Cugis, avec René Vautier, avec tous ces grands noms-là. Après, il y avait bien sûr Hamina qui a rejoint le groupe, etc. Est-ce que vous pensez que l'apprentissage du cinéma dans cette séquence tragique, c'est-à-dire on est là en train de filmer, la guerre, on est en train de filmer un moment très dur de notre histoire, est-ce que le fait de reproduire ça cinématographiquement, excusez-moi si je me trompe de terme, est-ce que dans l'œil du viseur d'Ahmed Rajdi, il y avait du Ahmed Rajdi, du vécu? Est-ce que vous pensez que c'est un élément qui nous aide à aller vers la réalité, vers la vérité, vers l'authenticité du récit et de l'histoire? Il y a du Ahmed Rajdi dans ce film, parce que d'un point de vue artistique, et uniquement artistique, on ne peut pas faire une œuvre d'art sans qu'il y ait cette part de nous-mêmes qui est là et qui porte le film. Pourquoi je vous ai dit tout le génie? Le génie, c'est par rapport à l'art, justement. Tout le génie d'Ahmed Rajdi, c'est d'avoir restitué cette atmosphère des années 50, cette atmosphère de la guerre de libération nationale. On n'est pas loin non plus. Hein. Il était très très bien placé pour le faire. Oui. Comme les acteurs étaient également
très très bien placés pour jouer chacun Pour interpréter les rôles. Pour interpréter chacun un rôle bien précis, pour en fait, parce que le film, vous avez, Je sais pas si vous m'avez dit qu'il n'y a pas un personnage principal. Non. Le film, justement, est conçu sans qu'il y ait un personnage, parce que on est dans le cinéma moderne. Ahmed Rachdi a adopté la stratégie créatrice du Voilà, il était cinéma avant-gardiste. Fatem Zamou, je veux vous écouter sur ce propos-là, sur l'authenticité, parce qu'on a vu avec Gilles Oponte et Corvo, par exemple, la bataille d'Alger, aujourd'hui, plein de réalisateurs dans le monde disent que finalement, on dirait que c'est des images d'archives. L'implication peut-être des protagonistes dans la guerre de libération a laissé des traces sur l'œuvre cinématographique. Vous le confirmez ou pas, Fatem Zahra? En fait, là, il s'agit d'une fiction et d'une adaptation. Donc la distance déjà, c'est que le scénario n'est pas un scénario écrit par le réalisateur. Hein. Donc à partir de ce moment-là, il y a toute la matière qui est à l'intérieur du roman, qui est une matière très très riche et qui donne à penser que nous avons certes le regard du réalisateur, puisqu'il en a fait l'adaptation, et il l'a réalisé, et il a fait des choix narratifs, il a choisi des moments, il a choisi des personnages, d'en faire des personnages plus importants que d'autres, et ainsi de suite. Mais je ne sais pas si on peut faire des similitudes entre un film de cinéma qui est un film de fiction et un travail qui était un travail de reportage et de donner vie au maquis, de donner des nouvelles au monde. Hein. Donc là, on est vraiment dans un travail de guérilla, on va dire, hein, quand on est au maquis et qu'on fait des films pour donner des nouvelles au monde de l'Algérie et du maquis. Ce n'est pas forcément la même école. C'est pas la même école et c'est pas les mêmes moyens et c'est pas les mêmes objectifs. Filmer à chaud des maquisards ou faire raconter à témoigner des maquisards sur ce qu'ils sont en train de faire ou ce qu'ils sont en train de vivre, ça n'a rien à voir avec le fait de faire un film. Alors bien évidemment, c'est l'histoire de Rachdi et ça lui appartient. Mais on peut pas faire une lecture. C'est-à-dire la légitimité pour parler d'un film d'histoire ne nécessite pas de l'avoir vécu forcément. Oui, mais je rembobine dans l'autre sens. Hein. Voilà, ça je l'ai compris, mais sauf que là je dis, voilà, il a été militant de la cause, bien sûr, algérienne, et le fait qu'il ait peut-être filmé ou a été derrière le viseur de sa caméra, peut-être qu'on a un regard assez avisé et avec beaucoup de références réelles. C'est ce que je voulais un petit peu dire. L'esthétique, par exemple, à un moment donné, moi j'ai vu qu'il y a des choses esthétiques. Les rayures, ça m'a frappé à un moment donné dans le film, il y a des histoires de rayures. Le traître, il a des rayures dans ce sens, et les villageois ont des rayures dans ce sens. Bon, voilà. Il y a des histoires de rayures, il y a des histoires d'esthétique, il y a comment on fabrique du sens et comment on donne vie à des idées, à des situations, à des dialogues. Et ça, c'est pas lié que à l'expérience de la guerre. Ça veut dire, là, on est justement, c'est un bonus pour Rachdi d'avoir été dans le maquis et puis dans la maîtrise parfaite de son sujet. Et on revient peut-être un petit peu en arrière quand il nous a fait L'Aube des damnés, qui est un travail maîtrisé des archives concernant bien sûr la lutte de libération en Algérie et celle des autres pays en Afrique. Ma question s'adresse à vous, Monsieur Hassan Arab. On a parlé longuement du début du film, c'est-à-dire on est à Alger, on est dans la ville, on est dans l'urbanisme, hein, et le départ va se faire à travers les gorges de Kharrata vers la montagne de Tella ou le village de Tella. C'est un peu dire que la paysannerie a toujours supporté
Là, vous la touchez quelque chose de révolution. très très important. Il faut rappeler que la guerre de libération nationale a été préparée, décidée dans le milieu Urbain, citadin. urbain. Et puis, c'est quand même une élite qui a réfléchi, qui a mobilisé, qui a rédigé un appel au peuple algérien à la proclamation du 1er novembre, etc. Et puis, c'est à partir de cette ville qu'ils vont vers les campagnes. Et ça a mis beaucoup de temps pour sensibiliser la paysannerie, parce que la paysannerie a joué un rôle. C'est après l'article de l'Arab ibn Mehdi publié dans le journal Moujad en 1956, où il a un petit peu recadré un certain nombre de responsables des maquis concernant le rôle des paysans. Et puis cet article de Ben Mehdi, si vous voulez, émanait d'un fait historique majeur, c'est le 20 août 1955, lorsque Zéro Youssef a sensibilisé pratiquement toute la paysannerie du nord constantinois pour les impliquer en plein jour dans le combat libérateur. Exactement. Donc, dans le film, il retrace cette construction un petit peu, parce que Bachir Lazarek, qui est médecin établi à Alger, et puis au début, le film, avant même le générique, nous montre Bachir Lazarek en ville, etc. Et puis, il va vers Tala, donc où il est reçu. Pourtant, c'est le contraire qui se passe dans le film. Quand il est en ville, on lui demande son aide et il refuse. Enfin, il est un peu hésitant. Oui. Mais c'est quand il va à Tala que là, il soigne des gens. Donc on ne peut pas dire que dans ce cas de figure-là, la pensée du maquis soit venue de la ville. Enfin, je veux dire, dans le cas précis du film. Ali, il est dans Tala, mais il est déjà dans le maquis. Non, moi j'ai parlé de manière générale, mais dans le film, etc., Bachir Lazarek a préféré peut-être aller rejoindre les siens, c'est-à-dire dans son village, que d'être... il a évité toutes les inquiétudes. Bien de sûr, la parce ville. qu'il y avait une série Les inquiétudes de d'arrestations la à ville. Alger, et je crois que voilà, c'était ça. On a commencé à opérer un certain nombre Le réseau. d'arrestations. D'ailleurs, il avait normalement soigné un maquisard. C'est pourquoi il s'est senti Il a menacé à un certain moment. Donc il fallait qu'il quitte, comme le CCE a quitté Alger à partir de 1957, c'est-à-dire en plein bataille d'Alger. Là, on est vraiment dans l'histoire. Et on s'est posé cette question. Le bâton, il est là, il est omniprésent dans le film. Si on ne le voit pas réellement... Il apparaît vraiment physiquement à un moment donné dans le film. Physiquement, parce qu'à un moment donné, les soldats français, on les voit malmener les villageois, brûler la terre, déraciner les oliviers, voilà, agresser des femmes. L'opium, finalement, madame, monsieur, c'est quoi? C'est cette doctrine colonialiste? Est-ce que c'est cette... voilà, cette stagnation, on a voulu stagner ce peuple, le déraciner et le laisser juste être sous l'emprise de la force coloniale? Alors l'opium tel qu'il est considéré par Marx, par exemple, c'est la religion. Mais c'est toute forme d'aliénation. Si on va beaucoup plus loin, c'est toute forme d'aliénation. Alors l'aliénation peut être celle des sociétés qui exploitent l'homme pour la productivité. Ça peut être le colonialisme, bien évidemment. Ça peut être toute forme d'idéologie. Voilà, il suffit d'étudier sociologiquement un moment pour comprendre à quelle aliénation nous avons affaire. Là, dans ce contexte, moi, je me suis posé la question parce que je n'ai pas relu le livre de Mamry pour réellement identifier où est-ce que ça se passe, mais dans le film, j'ai été j'ai eu du mal, bien évidemment, on voit l'aliénation de l'un des frères du médecin, le traître, mais pour ma part, à l'identifier. Pour ma part, moi qui regardais le film une dizaine, voire une vingtaine de fois, si ce n'est pas plus, je pense que quand on regarde un film pour le décrypter, c'est un exercice difficile. Vous avez fait des études dans le cinéma concernant la théorie. Moi, je ne les ai pas faites, ces études, malheureusement, mais je me permets juste d'émettre un peu mon avis. Cet échange bref, très bref, entre Mustafa Keteb
et bien sûr Bechtarzé. Je pense que déjà la façon dont Bechtarzé était assis et la réponse à Mustafa Kadhib quand il y a eu cet échange sur l'avenir du pays. وعلاش نتوما بكري كنتو خير وحنا دركا لا etc. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est déjà cet aspect-là des choses, c'est-à-dire montrer des villageois complètement abattus et fatigués par cette force coloniale qui ne veut pas quitter, qui les laisse dans la pauvreté parce qu'on n'arrive même pas à acheter, on n'arrive même pas à nourrir des enfants, on est obligé de faire appel à des bons, je ne sais pas comment on les appelle, c'est des bons de solidarité pour rationnement alimentaire. Rationnement oui, alimentaire, la posture, parce que c'est une posture, voilà. Putain, c'est dans le film, il y avait une posture. Cette posture est une conséquence de quelque chose. C'est pourquoi, pour moi, je considère que l'opium et le bâton, donc le titre du film, c'est une métaphore même de la colonisation. Donc je pense que l'opium et le bâton, en lui-même, est un procès de la colonisation. Parce qu'il ne faut pas oublier que la colonisation, elle se base sur le phénomène de la soumission. Soumettre par la force, le bâton, mais soumettre également par le discours, par la culture. Parce que ce qui a été visé dans l'entreprise colonialiste, d'ailleurs on peut les retrouver dans... Il y a des théoriciens de la colonisation, Lyoté, c'est connu. C'est justement, il a essayé, lui, de développer un discours bien précis vis-à-vis de toutes les colonies, dont un seul but, c'est les soumettre. Mais voilà, dans le film, on montre des gens plus ou moins soumis. Parce que Bechtarzé, quand il passe, c'est vrai, il avait une posture plus ou moins défaitiste, etc. Mais il représente là, c'est toute la sagesse. Et le l'enracinement socio-culturel. Ça c'est un autre point, hein, Fatem Zahra, parce que quand on parle du citadin, du médecin, de ce rang social qui est un intellectuel développé, et il revient à la terre, enfin chez lui, hein, au village, il y a comme une... Voilà, il y a une sorte d'égalité incontestable entre lui. Il devient à un moment donné un villageois et il parle aux villageois comme eux, ils s'adressent à lui. Exactement, quand il prend le burnous et puis il sort. Je veux dire, il était en costume dans la ville. Et puis quand ils appellent à la réunion, il dit donne-moi le burnous et puis il sort. Et à ce moment-là, il devient... Rapidement, rapidement. C'est très très important. Parce que le village... L'autorité coloniale, elle est représentée par quoi? C'est la SAS, la fameuse, les sections administratives spécialisées. Ce que ça veut dire, c'est ils ont fait donc un travail psychologique, on enseignait les enfants, etc. La SAS en elle-même, elle traduit justement l'opium et le bâton. Ils sont là pour ils sont pour là appliquer cette politique. Pour appliquer cette politique. Ça veut dire l'idéologie plus... le bâton s'il n'accepte pas, s'il n'admette pas. La répression et l'acculturation, ou alors parce qu'à un certain moment, le capitaine a essayé d'expliquer la configuration du village. Il dit c'est mes racines, donc c'est pas à moi. C'est pas à vous de m'expliquer. Mais l'extrait que vous avez choisi est formidable d'ailleurs de ce point de vue-là, parce que il se fait expliquer, il se présente à lui déjà, et il se fait expliquer qui sont les bons, qui sont les machins, et il lui réexplique bien que dans la ville il y a une zone de flou qui aurait été mieux pour lui qu'au village. Au village, il est visible. On va finir avec le dernier point. C'est un film extraordinaire. On peut en parler plusieurs heures sur l'opium et le bâton, le film, et puis sur le roman. La musique est formidable. La musique, elle est formidable. Vous pouvez dire quelque chose par rapport à la musique, parce que dans quelques minutes, on a le flash d'information en langue anglaise, en anglais, et puis on reviendra pour reprendre l'émission. Je voulais juste terminer avec ce point, c'est la littérature. À un moment donné, il y a deux romans qui nous montrent justement des Européens, des Français surtout, qui rallient un petit peu le camp du FLN. Le roman Élise ou la vraie vie de Claire Echili, avec un film de Michel Drache, avec bien sûr Marie-José Natt
et Chouir Mohamed, et qui est une histoire d'amour. C'est une fille qui voit la misère des Algériens en France et qui adhère avec l'idée de ce militant du FLN. Et Trintignant, qui est sensible à la question algérienne. C'est pour dire un petit peu que finalement, la cause algérienne était le symbole des valeurs humaines. Liberté, indépendance, fraternité. Dans les années 50 et 60, ça a marqué quand même Il y avait beaucoup de Français qui étaient insensibles, mais l'intelligentsia française à Paris, à l'instar des Sartre et de plein de gens comme ça, était solidaire de la cause algérienne. Donc un gars comme Trintignant, qui dans les années 70 vient tourner en Algérie, en est la preuve. C'est un homme de grande culture. Et voilà. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Donc, vous regardez cette soirée spéciale cinéma ce samedi soir sur Canal Algérie avec un film à la clé du débat, et ce n'est pas n'importe quel film, il s'agit d'un chef-d'œuvre cinématographique algérien restauré, numérisé, réparé, rien que pour vous, ce soir en exclusivité sur Canal Algérie avec bien sûr la collaboration et le concours du CNCA. On va vous laisser juste le temps de voir bien sûr ce flash de l'information en langue anglaise et on revient juste après, restez avec nous. Merci.